Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'apparence des gens de la seconde moitié du XIXe siècle semble physiologiquement impossible, comme si leur corps avait été forgé dans un matériau biologique totalement différent? L'histoire officielle martèle qu'il ne s'agissait que de mode, et que nos arrière-grands-mères s'enfermaient volontairement dans des armatures rigides de fanons de baleine et d'acier. On nous inculque que ces femmes acceptaient consciemment la déformation de leurs organes internes et une restriction critique de leur respiration pour quelques regards admiratifs. Mais derrière cet écran de fumée fait de robes bouffantes et de tailles de guêpe ne se cache pas de la coquetterie, mais une tragédie à l'échelle planétaire. Si l'on écarte les schémas habituels pour aborder le costume de cette époque comme une construction technique complexe, une évidence s'impose. C'était un système de support technologique sans lequel l'être humain de l'époque ne pouvait tout simplement pas exister. Les historiens prétendent que serrer la taille jusqu'à 40 cm était un caprice. Pourtant, pour un humain moderne, un tel volume est physiologiquement inatteignable sans ablation chirurgicale des côtes. À cette période, de tels paramètres étaient la norme, et la raison n'est pas esthétique. Les conditions sur la planète Terre avaient changé si brutalement que le squelette humain a eu besoin d'une aide externe d'urgence. Pour comprendre la véritable essence du corset, il faut parler le langage de la physique et de la résistance des matériaux. La colonne vertébrale est la colonne porteuse de l'organisme, conçue pour une pression atmosphérique et une force de gravité strictement définie. Lorsque ces indicateurs changent soudainement, par exemple lors d'une augmentation de la gravité de seulement 10 à 15%, un objet biologique qui n'a pas été conçu pour de telles charges commence à s'effondrer. Sans un soutien adéquat, les vertèbres se compressent, les disques intervertébraux lâchent et les organes internes, sous l'effet de ce poids accru, s'affaissent littéralement. L'individu risque de perdre son autonomie en quelques jours, devenant incapable de marcher ou de respirer normalement car son dos se brise sous son propre poids. C'est alors qu'apparaît le corset, non pas comme un accessoire de soie pour la séduction, mais comme un exosquelette rigide et armé. Les documents techniques de l'époque ne décrivent pas des articles de couture, mais de véritables appareils orthopédiques dotés de ressorts en acier et d'un système de lassage complexe fonctionnant sur le principe d'un treuil. Une telle puissance était nécessaire pour créer une pression de plusieurs atmosphères sur la cavité abdominale, afin de maintenir le corps à la verticale et d'empêcher une dégradation fatale de l'organisme. On admet généralement que les femmes de cette époque s'évanouissaient souvent à cause d'un corset trop serré qui les empêchait de respirer. Pourtant, la logique est ici inversée. Elles ne portaient pas cette armature pour s'étouffer, mais pour avoir la possibilité même de prendre une inspiration dans une atmosphère nouvelle et transformée. Lors d'un changement brusque de pression, les échanges gazeux dans les poumons sont perturbés, et sans une pression externe sur le diaphragme, une inspiration complète devenait impossible. Le corset créait une compression artificielle imitant les conditions environnementales dans lesquelles cette espèce biologique s'était initialement formée. C'était une tentative d'adaptation des survivants à une catastrophe globale. Si l'on essaie de corréler le volume des organes internes d'un humain moderne avec les paramètres d'une dame victorienne, les chiffres ne collent pas. 1 litre de matière organique en trop n'a tout simplement nulle part où aller. Les versions officielles sur le déplacement des organes ne tiennent pas la route, car de telles déformations internes auraient inévitablement conduit à une fin de vie prématurée. Pourtant, ces gens menaient une vie active, ce qui mène à une conclusion unique. Leur anatomie interne était fondamentalement différente de la nôtre. Soit ils possédaient une disposition d'organes différente, soit ils étaient les représentants d'une autre race, plus fragile, créée pour un monde avec une gravité bien moindre, un monde qui a cessé d'exister littéralement au milieu du XIXe siècle. Voulez-vous savoir pourquoi les hommes de cette époque étaient eux aussi contraints de porter des armatures cachées, et comment le changement de poids de la planète elle-même a forcé les humains à s'enfermer dans des cuirasses pour ne pas finir par ramper sur le sol? Vous êtes-vous déjà demandé si l'apparence physique des populations du XIXe siècle cachait un secret bien plus profond que la simple esthétique? On ne peut pas comprendre leur transformation sans se pencher sur les processus physiques qui ont bouleversé la planète entière à cette époque.
La gravité est une force impitoyable qui dicte les capacités de tout organisme vivant. Si l'on admet que la masse de la Terre a soudainement augmenté ou qu'une quantité colossale de matière extraterrestre s'est déposée à sa surface, cela aurait inévitablement modifié le poids de la colonne atmosphérique. Pour des êtres dont le squelette était conçu pour des charges bien différentes, une telle mutation aurait été dramatique. La longue colonne vertébrale des représentants de l'ancienne lignée, face à une attraction accrue, est devenue leur plus grand fardeau. Sous l'effet de ce poids nouveau, elle commençait à se courber, à se briser et littéralement à s'enrouler sur elle-même. C'est précisément ce facteur physique qui explique cette posture anormalement droite et figée que l'on observe sur les documents d'archives. Ce n'était pas le fruit d'une éducation stricte, mais une nécessité vitale. Sans une armature d'acier, les corps de ces géants de l'époque se seraient tout simplement pliés en deux. L'attraction les écrasait littéralement au sol, et pour conserver la capacité de se déplacer verticalement plutôt que de ramper à quatre pattes, ils ont dû s'enfermer dans de véritables armures. Parallèlement, les rapports médicaux du milieu du siècle témoignent d'une véritable lutte biologique contre des pathologies qui n'avaient jamais été aussi massives auparavant. Les médecins de l'époque s'alarmaient d'un affaissement total des organes internes chez toute une génération. Quand la force d'attraction augmente, les ligaments qui maintiennent les viscères s'étirent comme du vieux caoutchouc, incapables de supporter le poids de l'organisme. Dans de telles conditions, un bandage rigide devenait le seul moyen de fonctionner physiquement. Même les hommes utilisaient massivement des structures de soutien, les dissimulant sous le drap épais de leurs uniformes. L'anatomie masculine, avec sa large ceinture scapulaire, permettait de masquer cet exosquelette plus efficacement, mais ses objectifs restaient identiques: empêcher la colonne vertébrale de tomber en ruine et prévenir la descente d'organes. Ainsi, toute cette industrie que nous appelons aujourd'hui la mode était en réalité une gigantesque industrie de la prothèse et de l'orthopédie. C'était une question de survie biologique, et non de préférences esthétiques. Le changement global de la densité de l'air et de la pression explique également le comportement spécifique des organismes. Tout comme les plongeurs font face à des accidents de décompression lors d'un changement brusque de milieu, les humains du XIXe siècle se sont retrouvés dans des conditions où les échanges gazeux habituels dans les poumons étaient perturbés. Le corset assurait la compression nécessaire du diaphragme, permettant d'imiter l'environnement dans lequel cette espèce biologique s'était initialement formée. Nous assistons à l'agonie d'une civilisation qui étouffait dans un monde nouveau, dont les os se brisaient sous le poids d'un ciel devenu de plomb. Cette réalité physique forçait les gens à dépenser des ressources colossales pour créer des systèmes d'ingénierie complexes leur permettant de retarder une fin inévitable. Mais si les corsets étaient des dispositifs aussi complexes et indispensables, comment parvenait-on à les produire à une telle échelle, et pourquoi nos technologies modernes ne parviennent-elles toujours pas à percer le secret des matériaux dont ils étaient constitués? Lorsque l'on commence à regarder le corset non plus comme un simple sous-vêtement, mais comme un véritable objet de design industriel, notre vision du monde bascule. L'histoire officielle tente de nous convaincre de la rusticité des technologies de l'époque. Pourtant, l'examen détaillé de la structure de ces pièces est déroutant. Il ne s'agissait pas de simples morceaux de tissu assemblés, mais de systèmes d'ingénierie d'une complexité inouïe, où chaque détail remplissait une fonction biomécanique strictement définie. Les baleines verticales étaient fabriquées en acier trempé, de haute qualité, ou en fanon de baleine, un polymère naturel unique offrant une résistance incroyable doublée d'une flexibilité colossale. La mission réelle du corset était de créer une armature externe capable d'absorber toute la charge axiale pour soulager la colonne vertébrale. Dans un contexte de gravité modifiée, le corps humain devenait une structure instable et sujette aux déformations. Le corset fonctionnait alors comme un gilet de force. Il redistribuait le poids du haut du buste vers les os du bassin en contournant la zone lombaire. Le système de lassage à l'arrière constituait un bloc capable de démultiplier la force exercée. Cela permettait de serrer le cadre avec une telle puissance que les tissus mous et les muscles se transformaient en une masse dense, presque monolithique. On créait ainsi une pression hydraulique interne qui maintenait les organes dans leur position naturelle, les empêchant de s'affaisser sous le poids d'un sang devenu trop lourd. Les brevets de cette époque méritent une attention particulière.
Ils décrivent des modèles dotés de canaux de ventilation intégrés, de systèmes d'amortissement et même de charnières spéciales permettant au corps de bouger tout en conservant une fixation rigide. Pourquoi une telle complexité était-elle indispensable? La réponse est simple. Sans cet exosquelette, les gens ne ressentaient pas seulement un inconfort, ils perdaient leur capacité à se tenir debout. Chose frappante, même les uniformes militaires et les redingotes civiles étaient coupés selon des patrons qui imposaient une base rigide. C'était une véritable blindage généralisé de la société. Il est aussi fascinant de noter que les matériaux utilisés pour ces dispositifs possédaient des propriétés pratiquement inaccessibles à la production de masse telles que les manuels nous la décrivent. Le fanon de baleine subissait un traitement chimique et thermique si sophistiqué qu'il s'apparentait au carbone moderne. Les tissus, comme le satin ou le coutil, présentaient une densité et une résistance comparables à de la toile de voile, tout en restant fins comme une seconde peau. Tout cet arsenal technologique indique l'existence d'une industrie puissante et dissimulée, qui fournissait à la population les moyens de subsister dans un environnement physique hostile. Ce que nous percevons aujourd'hui comme une silhouette élégante en sablier était en réalité le résultat d'une puissante presse hydraulique empêchant l'enveloppe biologique de s'effondrer. Mais si le buste était maintenu par le corset, comment réglait-on le problème du déplacement du centre de gravité, inévitable dans ces nouvelles conditions? La réponse se cache dans les éléments les plus étranges de la garde-robe féminine, les tournures et ces chaussures si particulières. Lorsque la biomécanique du corps se retrouve brisée par une force extérieure, renforcer simplement la colonne vertébrale ne suffit plus. L'un des éléments les plus mystérieux et souvent moqués du costume féminin de cette époque est la tournure, cette structure volumineuse sous la robe qui créait un relief saillant à l'arrière. Les historiens officiels mettent cela sur le compte d'une mode excentrique, mais d'un point de vue balistique et physique, la tournure jouait le rôle de contrepoids. En cas de modification de la constante gravitationnelle, le centre de gravité humain se déplace inévitablement. Pour maintenir une position verticale sans basculer vers l'avant en marchant, l'organisme avait besoin d'une charge compensatrice. La tournure déplaçait concrètement le vecteur de gravité, permettant de garder son équilibre sans imposer un effort colossal aux muscles du dos, déjà surmenés. Cette même logique explique la généralisation des chaussures à talons hauts, devenues à l'époque un élément obligatoire, non seulement pour le prestige, mais aussi pour le quotidien. Surélever le talon n'était pas une question d'esthétique pour allonger la jambe, mais un moyen de modifier de force l'angle d'inclinaison du bassin. Sur une planète devenue lourde, cette position du pied aidait à répartir la charge sur les genoux et les hanches, protégeant les chevilles fragiles d'une pression écrasante. Sans cette inclinaison artificielle, chaque mouvement devenait un supplice et les articulations se seraient usées en à peine quelques années. Le culte des accessoires, qui nous semble aujourd'hui superflu, paraît tout aussi étrange. Les voiles épais et les ombrelles étaient omniprésents, même par temps couvert ou à l'ombre. Si l'on analyse cela à travers le prisme d'une atmosphère altérée, tout s'éclaire. La composition de l'air et la perméabilité de la voûte céleste avaient changé. Le rayonnement solaire, ne rencontrant plus ses filtres habituels, était devenu un facteur agressif, provoquant des lésions rapides de la peau et des muqueuses. L'ombrelle servait d'écran de protection personnelle, une sorte d'abri portable contre le spectre brutal des rayons et l'électricité atmosphérique, qui pouvait se manifester de manière imprévisible durant cette ère de transition. Tous ces éléments, des baleines d'acier du corset aux lourdes draperies des jupes, fonctionnaient comme un circuit de protection unifié. Les tissus denses et multicouches en fibres naturelles, que nous jugeons aujourd'hui inconfortables, possédaient en réalité des propriétés de blindage. Ils créaient autour du corps un microclimat stable et protégeaient contre les chutes de pression soudaines. C'était un véritable scaphandre déguisé en tenue élégante. Mais le plus stupéfiant réside dans l'identité de ceux à qui ces systèmes complexes étaient destinés. L'analyse des proportions et de la structure des squelettes de l'époque mène à une conclusion choc. Ceux qui portaient ces costumes de survie étaient les représentants d'une race de géants en déclin, dont les corps tentaient désespérément de s'adapter à un monde soudainement devenu trop étroit et trop pesant pour eux. Quelle était donc la taille réelle de nos ancêtres, et pourquoi l'architecture des vieilles villes
avec leurs portes cyclopéennes et leurs marches gigantesques, confirment-elles si éloquemment la théorie d'un remplacement biologique de l'espèce. Si vous examinez attentivement l'héritage architectural laissé par le milieu du XIXe siècle, une étrange anomalie saute aux yeux. Nous avons l'habitude de parler de style impérial ou de classicisme, mais derrière l'esthétique se cache une fonctionnalité brute. Des portes massives hautes de 3 ou 4 mètres, des fenêtres qui s'élancent vers le ciel et des marches que l'homme moderne de taille moyenne trouve extrêmement inconfortables à gravir. Ces bâtiments n'ont pas été conçus pour nous. Ils ont été bâtis pour une race de géants, dont les corps possédaient d'autres proportions et une autre résistance. Pourtant, c'est précisément à cette période que se produit une mystérieuse rupture biologique. Sur les vieux clichés, nous observons la coexistence de 2 types d'humains. Le premier représente une nature en déclin, des êtres grands, à l'ossature fine, dotés de membres incroyablement longs et de ces fameuses tailles de guêpe. Leur biologie était adaptée à des conditions de faible gravité, où une stature de plus de 2 mètres n'était pas un fardeau pour le cœur ou la colonne vertébrale. Le second type correspond aux humains du nouveau modèle, plus trapus, avec une ossature large et des torses puissants. C'était une version optimisée, créée ou sélectionnée pour survivre dans un environnement où la pesanteur s'était accentuée. Cette période de transition fut douloureuse. Les membres de l'ancienne race s'effondraient littéralement sous leur propre poids, et c'est pour eux que le corset est devenu l'unique chance de conserver une apparence humaine. Dans la littérature médicale de l'époque, le terme de matrice errante apparaît soudainement, et l'on décrit massivement des cas d'affaissement des organes. La science officielle met cela sur le compte de l'hystérie féminine, ou d'une prétendue faiblesse, mais la véritable cause était physique. Les tissus mous ne parvenaient tout simplement plus à maintenir les entrailles face à l'augmentation du poids. C'était une réinitialisation biologique en temps réel. L'ancienne espèce s'éteignait, incapable de s'adapter à la lourdeur de plomb de la planète, tandis qu'une nouvelle espèce commençait à peine à peupler les cités libérées. Il est frappant de voir à quel point le souvenir de cette différence a été effacé rapidement. Nous regardons les vêtements de cette période en n'y voyant qu'une mode inconfortable, sans comprendre que nous avons sous les yeux une tentative de préserver la dignité et la position verticale au moment même où la nature ordonnait de se mettre à genoux. Ces gens étaient les derniers des titans, dont le squelette a résisté à la gravité jusqu'au dernier souffle. Mais même les armatures d'acier les plus perfectionnées ne pouvaient stopper le processus de remplacement. La nouvelle humanité, plus petite et plus proche du sol, a progressivement évincé les anciens occupants, et leurs maisons gigantesques ont été réaménagées. Les hauts plafonds ont été cloisonnés pour créer des étages supplémentaires, et les cadres de portes ont été réduits avec des briques pour correspondre à notre taille actuelle. Cette grande transformation biologique s'accompagnait d'une autre énigme. Si l'ancienne race s'en allait en laissant derrière elle des artefacts et des villes de haute technologie, d'où venait cette incroyable industrie qui, en quelques années seulement, a inondé le monde de millions de corsets complexes et de tissus parfaits? La réponse pourrait être choquante. Il est possible que cette civilisation n'ait rien produit, mais qu'elle se soit contentée d'utiliser ce qu'elle avait trouvé dans les ruines du passé. Comment l'humanité s'est-elle transformée en une civilisation de récupérateurs, utilisant des technologies dont elle avait depuis longtemps perdu le sens? Et pourquoi les vêtements de cette époque sont-ils impossibles à reproduire, même aujourd'hui? Et si le XIXe siècle n'était pas l'époque des grandes découvertes, mais celle d'une immense appropriation? Si l'on étudie de près la quantité et la qualité des marchandises qui ont inondé le monde à cette période, on se retrouve face à une impasse logique. L'histoire officielle nous décrit des villes embourbées dans la saleté, où le cheval était le transport principal et la lampe à pétrole l'unique lumière. Pourtant, on voit apparaître sur les marchés des objets d'une complexité technologique qu'il serait difficile de reproduire, même aujourd'hui. Nous avons l'habitude de parler de production de masse, mais et s'il s'agissait en réalité d'une extraction massive de ressources provenant d'entrepôts abandonnés par une civilisation bien plus avancée? Nous nous comportons comme des Bernard l'ermite qui trouvent des coquilles vides et s'y installent sans comprendre comment elles ont été créées. Regardez les tissus de l'époque, de la soie, du satin et des dentelles d'une finesse extrême qui ne s'altèrent pas malgré les décennies
et possèdent une résistance incroyable. Sous microscope, la structure de ces matériaux révèle une symétrie parfaite, typique d'un tissage mécanique à l'échelle nanométrique, bien loin du travail manuel ou des métiers à tisser primitifs. Les corsets, censés avoir été cousus par millions dans des ateliers privés, comportent des éléments en alliage nécessitant une fusion sous vide et un calibrage de précision. Comment les tailleurs de l'époque auraient-ils pu avoir accès à une métallurgie d'un tel niveau? Il est plus logique de supposer que l'humanité a découvert des stocks colossaux de produits finis dans des villes désertes après un cataclysme global. Les nouveaux arrivants ont simplement utilisé ces scaphandres et ces exosquelettes trouvés sur place, en les adaptant à leurs besoins. Cela expliquerait aussi l'étrange confusion autour des tailles. Les vêtements étaient souvent retouchés et ajustés, mais leur base restait immuable, une armature rigide et parfaitement calculée. Sur les photographies, nous voyons des gens portant des objets qui dépassent clairement leur propre niveau technologique. C'était une période de culte du cargo, où des dispositifs de survie fonctionnels se transformaient peu à peu en attributs de mode dénués de sens. De plus, la logique de consommation elle-même était différente. Les objets servaient pendant des décennies, se transmettaient de génération en génération sans perdre leur propriété. Ce sont là les signes de technologie en cycle fermé, créés par une civilisation qui ne connaissait pas la pénurie de ressources. Puis, ces technologies ont commencé à s'épuiser. À mesure que les entrepôts se vidaient et que les anciennes machines tombaient en panne sans pouvoir être réparées, la qualité des produits a chuté brutalement. Au début du XXe siècle, l'acier véritable et le fanon de baleine ont été remplacés par des substituts bon marché et les structures complexes par des formes simplifiées. Nous perdions progressivement le lien avec la source de ces technologies, oubliant leur véritable utilité. Mais si les vêtements et les villes ont été trouvés, une question terrifiante surgit. Où ont disparu leurs véritables créateurs et d'où venons-nous, nous? L'idée que des millions de personnes aient soudainement peuplé des mégapoles vides, avec pour seul bagage des compétences de survie basiques, suggère une origine artificielle de la population actuelle. D'où provenaient ces milliers d'enfants dans les orphelinats du XIXe siècle, et pourquoi leur éducation ressemblait-elle davantage à la formation d'un personnel de maintenance destiné à entretenir ces cités trouvées? La démographie officielle du XIXe siècle nous dresse le portrait d'une explosion de natalité sans précédent, où chaque famille comptait une dizaine d'enfants. Mais si l'on confronte ce récit à la réalité physiologique de l'époque, une contradiction insurmontable surgit. Comment une femme, dont le corps était enfermé dans un exosquelette d'acier, dont les organes internes étaient déplacés et les os du bassin déformés par une pression constante, pouvait-elle porter et mettre au monde des enfants avec une telle régularité? Biologiquement, c'est pratiquement impossible. Une grossesse dans les conditions d'un corset rigide et d'une gravité accrue aurait été une condamnation irrémédiable. Pourtant, la population des villes croissait de manière exponentielle. La réponse à ce paradoxe réside dans l'un des phénomènes les plus sombres de cette ère, l'apparition massive des orphelinats et le mouvement des trains de la miséricorde. Partout en Europe et en Amérique, au milieu et à la fin du XIXe siècle, on enregistre un nombre anormal d'enfants privés de parents. Des milliers, des dizaines de milliers de nourrissons et d'adolescents surgis de nulle part remplissaient d'immenses maisons d'éducation. On ne se contentait pas de les nourrir et de les vêtir. Ils étaient formés selon des programmes strictement unifiés, préparés à la vie dans une nouvelle réalité. Une thèse suggère que ces enfants étaient le produit de stations d'incubation ou de systèmes de reproduction de masse lancés pour repeupler rapidement les territoires et les cités vides après un cataclysme. Cela explique pourquoi des générations entières n'avaient aucune mémoire familiale au-delà de 2 ou 3 lignées. Leur histoire commençait d'une page blanche entre les murs d'une institution d'État. On apprenait à ces nouveaux humains à utiliser les technologies trouvées sur place, sans jamais leur en expliquer la véritable essence. On leur remettait des corsets comme un accessoire de mode, on les chaussait de talons hauts comme un signe de statut, et on les logeait dans des demeures au plafond de 4 mètres de haut en les convainquant que l'on avait toujours bâti ainsi. Ces nouveaux individus étaient biologiquement mieux adaptés à une terre devenue lourde. Ils étaient plus petits, dotés d'une structure osseuse plus dense et de membres moins longs.
Ils n'avaient plus besoin d'armatures d'acier aussi désespérément que les géants en déclin, mais ils continuaient de les porter par inertie, comme une partie d'un code culturel imposé. C'est ainsi qu'est né le culte du cargo de la mode. Nous avons commencé à imiter la forme, en ayant totalement perdu la compréhension du fond. Tandis que les restes de l'ancienne race s'éteignaient lentement dans leurs armures orthopédiques, la nouvelle génération issue des incubateurs s'appropriait activement la planète, acceptant les règles du jeu proposé. Nous sommes leurs descendants directs, des êtres nés déjà sous l'emprise de cette lourde gravité, pour qui les douleurs dorsales et articulaires sont devenues un bruit de fond permanent de l'existence. Nous nous sommes définitivement adaptés, mais cette adaptation a signifié le renoncement à quelque chose de bien plus vaste, le lien avec ce monde où l'humain n'était pas écrasé au sol par un ciel de plomb. Pourquoi alors l'humanité a-t-elle fini par abandonner totalement ses structures de protection, et à quelles conséquences catastrophiques pour notre santé cela a-t-il conduit sur le long terme? L'abandon des corsets au début du XXe siècle est généralement perçu comme un acte de libération et un triomphe du féminisme. On nous martèle que les femmes étaient simplement lassées des contraintes physiques et qu'elles ont choisi le confort. Pourtant, si l'on observe l'histoire comme un processus d'adaptation biologique, cette transition ne ressemble pas à une victoire, mais plutôt à la capitulation finale de l'espèce humaine face aux nouvelles conditions de la Terre. Nous avons cessé de porter des armatures d'acier, non pas parce qu'elles étaient devenues démodées, mais parce que le processus de remplacement d'une humanité par une autre était arrivé à son terme. La nouvelle génération, optimisée pour une gravité élevée, s'est définitivement installée sur la planète, et le besoin d'un soutien artificiel a temporairement disparu pour elle. Mais le prix de cette liberté s'est avéré colossal. Remarquez à quel point les pathologies de la colonne vertébrale sont devenues précoces ces dernières décennies. Presque chaque individu moderne, dès la trentaine, est confronté à des maux de dos, des hernies ou de l'arthrose. D'un point de vue évolutif, cela semble absurde. Si nous avions évolué sous cette gravité pendant des millions d'années, notre squelette serait une structure parfaite et autosuffisante. Or, la réalité est que notre dos est le maillon le plus faible de notre organisme. C'est la preuve directe que nous sommes encore un élément étranger dans la réalité physique actuelle. Nous sommes les descendants de ceux qui vivaient autrefois dans un monde bien plus léger et raréfié, et dont la biologie proteste encore aujourd'hui contre l'attraction de plomb de la Terre. Aujourd'hui, nous assistons à une étrange renaissance. Les technologies d'exosquelettes reviennent, mais cette fois sous l'égide du transhumanisme et de l'industrie militaire. Nous recommençons à nous enfermer dans l'acier et le plastique pour décupler les capacités d'un corps qui ne supporte plus les charges. Cela ressemble au début d'un nouveau cycle. Peut-être que les conditions environnementales de la planète changent à nouveau, devenant encore plus rudes, et que l'humanité se prépare inconsciemment à une nouvelle phase de blindage. La grande réinitialisation du XIXe siècle n'était pas un événement isolé. C'est une procédure régulière de nettoyage et de mise à jour d'une « ferme » où chaque nouvelle génération devient un peu plus terre-à-terre et contrôlable. Nos ancêtres du XIXe siècle connaissaient la vérité. Ils se sont battus désespérément pour leur droit de rester verticaux, créant des chefs-d'œuvre d'ingénierie en acier et en fanons de baleine pour préserver les vestiges de leur nature originelle. Ils refusaient de se reconnaître comme esclaves de l'attraction jusqu'au bout. Nous, en revanche, avons accepté notre lourdeur comme une fatalité, oubliant que nous étions autrefois capables d'autre chose. Mais les cicatrices de notre mémoire génétique et la douleur éternelle de notre colonne vertébrale nous le rappellent. Nous sommes des astronautes dont le vaisseau s'est écrasé, et nos corps actuels ne sont qu'une enveloppe temporaire et simplifiée pour subsister dans les conditions d'une catastrophe qui s'éternise. L'histoire de la mode est en réalité l'histoire de notre chute, documentée dans les plans d'armatures en acier que nous appelons désormais, par erreur, de simples vêtements. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.